Maya Richardson-Hartwell croyait avoir définitivement tourné la page. 5 années s'étaient écoulées depuis l'héritage colossal de 5 milliards, depuis le jour où la justice avait laissé son ex-mari Marcus ruiné et brisé, tandis que sa maîtresse Vanessa disparaissait de l'État, couverte de honte. 5 ans également depuis que Maya avait bâti la fondation pour femmes la plus influente jamais vue aux États-Unis. À ses yeux, tout ce qui concernait Marcus appartenait au passé. Elle se trompait. Car le jour où sa fille Naomi, 6 ans à peine, se retrouva derrière un pupitre face à 500 des personnalités les plus puissantes de la ville, sept mots suffirent à faire vaciller le monde entier. Mon papa a quitté ma maman pour l'argent. En une seconde, toutes les certitudes de Maya sur la justice, le pardon et la manière de protéger son enfant de vérités trop lourdes furent réduites en miettes. Ces mots allaient déclencher une tempête incontrôlable, destinée à mettre Marcus à genoux, à lui faire implorer ce qu'aucune fortune ne pourrait jamais lui rendre. Mais ce qui fit chavirer les cœurs dans la salle ne fut pas seulement la sincérité désarmante d'une fillette. Ce fut ce qui suivit. Marcus était là. Assis parmi le public, dissimulé sous un nom d'emprunt, il avait acheté un billet dans l'unique but d'apercevoir sa fille de loin. L'enfant qu'il avait abandonnée. Celle qu'il n'avait pas le droit de voir depuis 5 longues années, après avoir enfreint les règles strictes de visite imposées par le tribunal. Et lorsque les paroles de Naomi résonnèrent dans cette salle de bal, lorsqu'elle dit la vérité qu'il avait fui pendant 5 ans, Marcus fit quelque chose que personne n'attendait. Il se leva, marcha jusqu'à l'avant et prononça les 4 mots qui allaient soit le détruire complètement, soit lui offrir la seule chance de rédemption qu'il aurait jamais eue. Elle a raison. Je l'ai fait. Ce que le père de Mia n'avait pas prédit lorsqu'il avait laissé ses lettres, ce que Mia n'aurait pu imaginer lorsqu'elle avait gagné cette bataille pour la garde, était que 5 ans plus tard, Marcus ferait quelque chose qui la forcerait à faire un choix impossible. Protège-t-elle sa fille d'un père qui l'a abandonnée, ou apprend-elle à sa fille que les gens peuvent changer, que la miséricorde ressemble parfois à donner à quelqu'un une seconde chance qu'il ne mérite absolument pas? Et voici la partie qui vous fera verser des larmes. Le choix que fait Maya ne change pas seulement la vie de Marcus, il change aussi celle de Vanessa. Car lorsque Vanessa voit ce qui se passe à ce gala, lorsqu'elle regarde Marcus faire face à sa fille pour la première fois en 5 ans, elle fera quelque chose de si choquant, de si inattendu, que cela prouvera que le père de Mia avait raison sur une dernière chose. Que le vrai pouvoir n'est pas seulement de détruire ses ennemis. Il s'agit d'être assez fort pour les laisser se détruire eux-mêmes, ou assez courageux pour les regarder se reconstruire. Alors, la question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé 5 ans après avoir hérité de 5 milliards de dollars. C'est celle-ci. Que fait une mère lorsque sa fille de 6 ans demande pourquoi son papa ne la veut pas? Comment une milliardaire qui a bâti toute son identité sur la protection des femmes apprend-elle à sa fille le pardon sans trahir tout ce qu'elle représente? Et que se passe-t-il lorsque l'homme qui vous a un jour dit que vous ne seriez jamais assez, revient brisé, humble, et demande non pas de l'argent, non pas un accès à votre empire, mais 5 minutes avec la fille dont il a manqué toute la vie? Car ce qui s'est passé à ce gala n'a pas seulement changé à jamais la vie de Marcus et de Vanessa. Cela a montré au monde à quoi ressemble la vraie force. Et ce n'est pas ce à quoi aucun d'entre nous s'attendait. Écoutez, si vous n'avez pas regardé les premières et deuxièmes parties de cette histoire, les liens sont dans la description. Et vous devez les regarder d'abord, car ce qui est sur le point de se produire n'aura de sens que si vous comprenez comment nous en sommes arrivés là. Mais si vous êtes à jour, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications, car cette dernière partie de l'histoire de Maya va vous montrer à quoi ressemble le vrai pardon. Et ce n'est rien de ce que vous pensez. Écrasez ce bouton « J'aime » si vous croyez que les gens peuvent changer, mais aussi si vous croyez qu'ils doivent le prouver. Et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû décider de laisser ou non une personne qui vous a fait du mal revenir dans votre vie? Dites-moi ce que vous avez choisi et pourquoi. Car Maya s'apprête à faire le choix le plus difficile de sa vie. Le gala annuel de la fondation Richardson-Hartwell était l'événement de l'année dans les cercles philanthropiques. 500 des personnes les plus influentes de la ville étaient réunies dans la salle de bal du Grand Cascadia Hotel, vêtues de smoking et de robes du soir, sirotant du champagne qui coûtait plus cher la bouteille que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Mais ce soir n'était pas question de richesse. C'était question d'impact. La fondation venait d'annoncer qu'en 5 ans, elle avait aidé plus de 50 000 femmes et enfants dans 20 villes, avec un investissement total de 800 millions de dollars dans des programmes qui changeaient des vies. Maya se tenait dans les coulisses, regardant à travers le rideau pendant que le directeur exécutif prononçait le discours d'ouverture, sa main posée sur l'épaule de sa fille.
Naomi avait maintenant 6 ans, grande pour son âge, avec les yeux intelligents de son grand-père et le sourire doux de sa mère. Elle portait une simple robe bleue. La règle de Maya était que Naomi s'habille comme une enfant normale, pas comme une héritière milliardaire, et ses cheveux étaient tirés en 2 nattes soignées. « Maman, je suis nerveuse », chuchota Naomi, serrant les fiches que Maya l'avait aidée à préparer. « Je sais, ma chérie, mais tu vas très bien t'en sortir. Lis simplement ce que nous avons écrit, doucement et lentement. Et souviens-toi, tout le monde dans cette salle est là parce qu'il croit en l'aide aux personnes. Ils sont de ton côté. Et si je me trompe ? » Maya s'accroupit à la hauteur des yeux de sa fille. « Alors tu te trompes et ce n'est pas grave. Grand-père James me disait que la seule vraie erreur est de ne pas essayer du tout. Et toi, tu essaies. Cela te rend courageuse. » Naomi hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Et Maya sentit son cœur se gonfler de fierté et de terreur à parts égales. C'était l'idée de Naomi. Elle avait demandé si elle pouvait parler au gala, dire aux gens ce que la fondation signifiait pour elle. Mia avait tenté de l'en dissuader, inquiète de la pression, du scrutin, des questions inévitables sur son père que les journalistes adorent poser. Mais Naomi avait insisté, et Mia avait appris en 6 ans de maternité célibataire que parfois la meilleure chose que l'on puisse faire pour son enfant était de se mettre sur son passage et de la laisser être courageuse. Et maintenant, le directeur exécutif annonça, « Je voudrais présenter une personne très spéciale. Elle a 6 ans. Elle est la petite-fille de notre fondateur, James Hartwell, et elle a quelque chose qu'elle souhaite partager avec vous tous. Accueillez s'il vous plaît Naomi Richardson Hartwell. » La salle de bal explosa en applaudissements. Maya pressa une dernière fois la main de Naomi, et sa fille marcha sur cette scène comme si elle était née pour cela. Sa petite silhouette éclipsée par l'immense pupitre, mais sa présence remplissant d'une certaine manière toute la pièce. Maya regardait depuis les coulisses, le cœur serré, tandis que Naomi ajustait le microphone et regardait 500 inconnus avec plus de courage que la plupart des adultes n'en auraient. « Salut, » dit Naomi, sa voix claire et forte. « Je m'appelle Naomi, et mon grand-père James est mort avant ma naissance, mais ma maman me parle tout le temps de lui. Elle dit qu'il était concierge dans une école, qu'il a travaillé très dur et qu'il aimait aider les gens même quand personne ne savait qu'il le faisait. » La salle était complètement silencieuse, captivée par cette petite fille à la voix puissante. « Ma maman a créé cette fondation parce que mon grand-père voulait aider les mamans qui étaient tristes et effrayées et qui n'avaient personne pour les aider, comme ma maman l'était quand je suis née. » Naomi jeta un coup d'œil à ses fiches, puis releva la tête. « Ma maman avait très peur quand j'étais bébé parce que mon papa nous a quittés. Il a quitté ma maman pour de l'argent. » Le souffle de Maya se coupa. Ce n'était pas sur les fiches. Ce n'était pas ce qu'elles avaient répété. Elle ne me l'a pas dit. Naomi continua, sa voix tremblant légèrement maintenant. J'ai entendu des adultes en parler à l'école. Ils ont dit que mon papa avait divorcé de ma maman juste après la mort de mon grand-père parce qu'il ne savait pas que mon grand-père était riche. Et quand il l'a découvert, il a essayé de m'enlever pour avoir l'argent. Oh mon Dieu! Maya commença à avancer pour arrêter cela, pour protéger sa fille de dire des choses qu'elle ne pourrait pas reprendre. Mais Harold lui attrapa doucement le bras. « Attends, » chuchota-t-il. « Laisse-la finir. »« Je ne me souviens pas de mon papa, » dit Naomi. Et maintenant, il y avait des larmes dans ses yeux. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais ma maman ne dit jamais de mal de lui. Elle dit juste que parfois les gens font des erreurs. Et nous devons décider si nous voulons être en colère ou si nous voulons être gentils. Et je pense que ma maman est la personne la plus gentille du monde entier parce qu'elle aide toutes ses autres mamans même si elle était triste, elle aussi. » Maya pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Alors, je voulais juste dire merci. » Naomi termina. « Merci d'aider ma maman à aider les gens parce que mon grand-père James avait raison. Le plus grand trésor est un bon cœur et ma maman a le meilleur cœur. » Les applaudissements furent assourdissants. Les gens étaient debout, certains pleuraient ouvertement, émus par l'honnêteté crue d'un enfant qui venait de dire une vérité que la plupart des adultes auraient cachée. Mais Mia ne regardait pas la foule. Elle regardait le visage de Naomi, voyant le soulagement, la fierté et autre chose. Une question se formait, que Mia savait qu'elle finirait par arriver, mais à laquelle elle n'était pas prête à répondre. Et puis tout s'arrêta parce qu'un homme se leva au milieu de la salle de bal. Un homme que Maya aurait reconnu n'importe où, même s'il ne ressemblait en rien à celui d'il y a 5 ans.
Plus mince, plus vieux, usé par la vie d'une manière dont la richesse le protégeait autrefois. Marcus. Il marcha lentement vers la scène, et l'équipe de sécurité de Mia commença à bouger. Mais elle leva la main. Attendez. Marcus s'arrêta au bord de la scène, regardant Naomi, la regardant vraiment pour la première fois de toute sa vie. Tu as raison, dit-il, la voix brisée. Je l'ai fait. J'ai quitté ta maman pour de l'argent, et c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Pas à cause de l'argent que j'ai perdu, à cause de toi. Parce que j'ai raté toute ta vie. La salle de bal était si calme qu'on pouvait entendre les gens respirer. Naomi fixa cet étranger, son esprit de 6 ans essayant de comprendre ce qui se passait. Es-tu mon papa? Je suis l'homme qui aurait dû être ton papa, dit Marcus, des larmes coulant sur son visage. Mais je ne l'ai pas été. J'ai été égoïste et stupide et j'ai gaspillé tout ce qui comptait. Et je sais que je ne mérite pas de te parler. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais j'ai entendu que tu parlais ce soir et j'avais besoin de te voir. Même de loin, j'avais besoin de voir la personne que j'aurais dû connaître. Maya bougea maintenant, marchant sur cette scène, se plaçant entre Marcus et Naomi. Chaque instinct protecteur criait « Sécurité, veuillez escorter Monsieur Richardson hors du bâtiment. » Maya, s'il te plaît. Tu as violé l'ordonnance du tribunal. Tu n'es pas autorisée à approcher à moins de 150 mètres de Naomi. Par maintenant. Mais la petite main de Naomi attrapa le bras de Mia. Maman, attends. Maya regarda sa fille, cette belle, brillante et courageuse petite fille qui regardait son père avec curiosité au lieu de peur, avec des questions au lieu de colère. Est-ce qu'il est vraiment mon papa? Demanda Naomi doucement. La gorge de Maya se serra. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais pas comme ça. Pas devant 500 personnes. Pas avec Marcus debout là, brisé et suppliant. Biologiquement, oui, réussit à dire Maya. Mais Naomi, c'est compliqué. Ce n'est pas le moment. Je veux juste dire une chose, interrompit Marcus, sa voix désespérée. Juste une chose, et puis je partirai et je ne reviendrai jamais si c'est ce que tu veux. Maya aurait dû dire non. Elle aurait dû le faire expulser. Elle aurait dû protéger sa fille de cet homme qui avait prouvé encore et encore qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais quelque chose dans sa voix l'arrêta. Quelque chose de différent du Marcus qu'elle avait connu. Quelque chose de brisé mais vrai. 30 secondes, dit-elle froidement. Ensuite, tu pars. Marcus s'agenouilla, se faisant plus petit, moins menaçant, et regarda Naomi. J'étais censé être à l'hôpital la nuit de ta naissance. J'étais censé te tenir le premier et te dire que je t'aimais et te promettre de te protéger pour toujours. Mais je n'étais pas là. Et chaque jour depuis lors. Chaque jour pendant 6 ans, je me réveille en sachant que je l'ai raté. J'ai raté ton premier mot, tes premiers pas, ton premier jour d'école. J'ai raté tout ça et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé. Il sortit quelque chose de sa poche, une petite photographie usée. Mais je veux que tu saches que je pense à toi tous les jours. C'est une photo que ta maman a postée en ligne quand tu avais 3 jours. C'est la seule photo que j'ai de toi. Et je la regarde chaque matin et chaque soir et je me dis que peut-être qu'un jour, si je peux devenir quelqu'un qui te soit digne, peut-être que j'aurai une chance de dire que je suis désolé. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour dire que je suis désolé. Il posa la photographie sur le bord de la scène et se leva. Merci de m'avoir laissé dire ça. Je vais y aller maintenant. Il se retourna pour partir et la voix de Naomi retentit. Attends. Tout le monde se figea. Naomi regarda Maya. Maman, je peux lui poser une question? Le cœur de Mia se brisait. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. Mais elle regarda dans les yeux de sa fille et vit quelque chose qui la terrifia. De l'espoir. Une question, chuchota Maya. Naomi se tourna vers Marcus. Si tu pouvais recommencer, est-ce que tu resterais avec ma maman? La question resta suspendue dans l'air comme une grenade. Le visage de Marcus se décomposa. Oui, mon Dieu. Oui, je resterai. Je serai là quand tu es né. Je te changerai les couches, je me lèverai pour les biberons de nuit et je t'apprendrai à faire du vélo. Je dirai à ta maman qu'elle était assez, chaque jour, jusqu'à ce qu'elle le croie, et je ne partirai jamais, jamais. Mais tu es parti, dit Naomi simplement.
Alors pourquoi devrais-je te croire maintenant? Et voilà, 6 ans, et elle avait posé la question qui importait plus que tout autre. Marcus n'avait pas de réponse. Il restait simplement là, dépouillé de toute défense, de toute excuse, de toute justification, et dit la seule chose vraie qui lui restait. Tu ne devrais pas. Je n'ai pas mérité ça. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai perdu et ce n'était pas l'argent, c'était toi. Mia prit une décision qui changerait tout. Naomi, va dans les coulisses avec l'oncle Harry maintenant. Naomi hésita, puis obéit, laissant Mia et Marcus seuls sur cette scène devant 500 personnes. Maya marcha jusqu'au bord de la scène et regarda l'homme qui l'avait détruite, abandonné, avait essayé de lui voler son enfant, et elle dit, « Tu as raison. Tu ne mérites pas une seconde chance. Tu ne mérites pas de la connaître. Mais il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce qu'elle mérite. Et ce qu'elle mérite, c'est la vérité et le choix quand elle sera assez grande pour le faire. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas partir tout de suite, dit Maya, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. Tu vas rentrer chez toi et tu vas écrire une lettre à Naomi. Pas à moi, à elle. Tu vas expliquer avec des mots qu'une enfant de 6 ans peut comprendre pourquoi tu n'étais pas là. Tu vas être honnête. Tu vas assumer tes responsabilités, et tu ne vas pas te chercher des excuses ou me blâmer ou parler de l'argent, juste la vérité. Marcus hocha la tête, retenant son souffle. Ensuite, tu vas poster cette lettre à mon avocat. Il l'examinera. Si elle est appropriée, si elle est honnête, si elle parle vraiment d'elle et pas de toi, il me la donnera et je la lirai. Et si je pense que cela ne lui fera pas de mal, je la donnerai à Naomi. C'est l'étape 1. Aucune garantie, aucune promesse, juste une lettre. D'accord, chuchota Marcus. Quelle est l'étape 2? Il n'y a pas d'étape 2 tant que l'étape 1 n'a pas eu lieu. Et Marcus, la voix de Maya devint de glace. Si tu te pointes à nouveau sans invitation, si tu violes à nouveau l'ordonnance du tribunal, si tu fais quoi que ce soit qui me fasse douter que tu aies vraiment changé ou si ce n'est qu'une autre manipulation, je m'assurerai que tu n'aies plus jamais une autre chance. Tu me comprends? Oui. Alors pars et ne me contacte pas directement. Tout passe par mon avocat. Tout. Marcus jeta un dernier regard à la scène où se trouvait sa fille, hocha la tête et sortit de la salle de bal. Les portes se refermèrent derrière lui, et la salle éclata en chuchotements. Maya resta là un moment, tremblante, puis se retourna pour trouver Harold et Naomi dans les coulisses. Sa fille était assise sur une chaise, balançant les jambes, paraissant plus petite que sur cette scène. « Maman, tu es en colère contre moi ?» Maya la serra dans un câlin féroce. « Non, ma chérie, jamais. Tu as été si courageuse ce soir, si honnête. Je suis fière de toi. Est-ce que mon papa va revenir? Je ne sais pas. Peut-être s'il fait ce que je lui ai demandé de faire. Est-ce que tu veux qu'il revienne? » Maya se recula pour regarder le visage de Naomi, essuyant une larme sur la joue de sa fille. « Ce que je veux n'a pas autant d'importance que ce dont tu as besoin. Et je pense que tu as besoin de connaître la vérité sur qui il est, le bon et le mauvais. Et puis quand tu seras plus grande, tu pourras décider quel genre de relation tu veux avoir avec lui, s'il y en a une. Et s'il me fait du mal comme il t'a fait du mal? » Le cœur de Maya se brisa. « Alors je serai là pour te protéger, toujours. C'est ce que font les mamans. » Cette nuit-là, après le gala, après que la presse eut été gérée et que les invités furent partis et que Naomi fut enfin endormie, Maya s'assit dans son bureau avec Harold, un verre de vin qu'elle ne buvait pas à la main. « Tu as fait la bonne chose, » dit doucement Harold. « Les jeux vraiment faits? Je viens de donner à l'homme qui a abandonné ma fille un accès à elle. Et s'il lui fait du mal? Et s'il la déçoit? Et si? Maya, ton père t'a laissé ces lettres parce qu'il te faisait confiance pour savoir quand faire preuve de miséricorde et quand faire preuve de force. Ce soir, tu as montré les deux. Tu as fixé des limites claires, et tu as donné à Naomi quelque chose de plus précieux que la protection contre la déception. Tu lui as donné de l'agentivité, la capacité de connaître sa propre histoire et de faire ses propres choix à son sujet. Elle a 6 ans. Elle est la petite fille de James Hartwell. Elle est plus forte que tu ne le penses. Maya voulait y croire. Elle voulait croire qu'elle n'avait pas fait une terrible erreur. La lettre arriva 4 jours plus tard. Harold appela Mia dans son bureau. L'enveloppe posée sur son bureau comme quelque chose de dangereux. « Je l'ai lu, dit Harold. C'est
C'est bien, Mia. C'est honnête. C'est adapté à son âge. Et ça ne demande rien. Les mains de Mia tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était soignée, comme si Marcus l'avait écrite plusieurs fois avant de se décider sur ses mots exacts. Chère Naomi, je m'appelle Marcus et je suis ton père. Je sais que cela peut te sembler étrange à lire parce que nous ne nous sommes jamais rencontrés, même si tu as maintenant 6 ans. C'est de ma faute. Pas celle de ta maman. Pas la tienne. La mienne. Quand tu étais sur le point de naître, j'ai pris la pire décision de ma vie. J'ai quitté ta maman parce que j'étais effrayée et égoïste, et je pensais vouloir des choses différentes de ce que j'avais. Je pensais que l'argent, le succès et une vie plus facile me rendraient heureux. J'avais tort sur toute la ligne. Ta maman était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je l'ai jetée. Et puis j'ai découvert que ton grand-père James, celui dont ta maman te parle, avait laissé beaucoup d'argent à ta maman. Et au lieu d'être heureux pour elle, au lieu de vouloir aider, je suis devenu avide. J'ai essayé de t'éloigner de ta maman, non pas parce que je voulais être ton papa, mais parce que je pensais que cela me donnerait accès à l'argent. Je sais que c'est difficile à comprendre. C'est difficile pour moi de comprendre comment j'ai pu être aussi terrible, mais je l'ai été. Le juge a dit que je ne pouvais pas te voir parce que je n'avais pas mérité ce droit. Et il avait raison. Je n'ai été là pour rien de toute ta vie. Je ne connais pas ta couleur préférée, ni ton plat préféré, ni ce qui te fait rire. Je ne sais pas si tu as peur du noir, si tu aimes lire ou ce que tu veux faire quand tu seras grande. Je ne te connais pas et c'est la chose la plus triste de toute ma vie. Je n'écris pas cette lettre pour te demander de me pardonner ou de me voir. Je l'écris parce que ta maman a dit que tu méritais la vérité. Alors voici la vérité. Je n'étais pas un homme bien quand tu es né. J'ai fait du mal à ta maman. Je t'ai abandonné et je dois vivre avec ça pour toujours. Mais je veux que tu saches que même si je n'étais pas là, même si j'ai fait des choix terribles, rien de tout cela n'était à cause de quoi que ce soit que tu aies fait. Tu n'as rien fait de mal. Tu étais parfaite. Tu es parfaite. Et si je pouvais revenir en arrière et tout faire différemment, je le ferais. J'espère qu'un jour, quand tu seras plus grande, nous pourrons peut-être nous rencontrer. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu mérites de savoir d'où tu viens. À la fois les bonnes parties et les mauvaises parties. Ta maman est la bonne partie. Je suis la mauvaise partie. Mais peut-être que si je travaille vraiment dur et que j'essaie de m'améliorer chaque jour, peut-être qu'un jour je pourrai être une petite bonne partie, moi aussi. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je suis désolée d'avoir fait du mal à ta maman. Et je suis désolée que tu aies un père qui doive t'écrire une lettre au lieu de pouvoir te dire tout ça en te bordant le soir. Avec amour, Marcus. Maya l'a lu 3 fois, des larmes coulant sur son visage avant de pouvoir parler. Il n'a rien demandé. Non, approuva Harold. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit la vérité. Que veux-tu faire? Maya plia la lettre soigneusement. Je veux la donner à Naomi et je veux voir ce qu'elle dit. Ce soir-là, après le bain de Naomi, après avoir lu 2 chapitres du livre sur lequel elles travaillaient ensemble, Maya s'assit au bord du lit de sa fille et tendit l'enveloppe. Ton père t'a écrit une lettre. Tu n'es pas obligé de la lire si tu ne veux pas. Et si tu la lis, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est juste une information, juste la vérité. Que veux-tu faire? Naomi prit l'enveloppe soigneusement. Tu peux me la lire? Bien sûr, ma chérie. Mia lut la lettre à haute voix, observant le visage de sa fille, prête à s'arrêter au premier signe de détresse. Mais Naomi écouta simplement, son expression sérieuse et réfléchie au-delà de son âge. Lorsque Mia eut terminé, Naomi resta silencieuse un long moment. Il a dit qu'il était désolé, dit-elle finalement. Il l'a fait. Tu crois qu'il le pense vraiment? Mia choisit ses mots avec soin. Je pense qu'il le pense vraiment en ce moment. S'il le pense suffisamment pour être réellement différent, pour être réellement un bon père, c'est quelque chose que seul le temps pourra dire. Maman, je peux te poser une question difficile? Toujours. Est-ce que tu l'aimes encore? Le souffle de Maya se coupa. Non, ma chérie, non. Je l'aimais autrefois, beaucoup, mais il m'a trop fait souffrir et j'ai guéri et cet amour est parti. Ce que je ressens maintenant, c'est que j'espère qu'il est sincère. J'espère qu'il a changé. Pas pour moi, mais pour toi, parce que tu mérites un père qui est présent. Tu crois que je devrais le rencontrer? Est-ce que tu en as envie?
Naomi y réfléchit avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé. Je suis curieuse. Je veux savoir à quoi il ressemble de près et je veux lui poser des questions. Mais j'ai aussi un peu peur. Peur de quoi? Peur que je l'apprécie et qu'il reparte ensuite, comme il t'a quitté. Maya attira Naomi contre elle, respirant le parfum du shampoing à la fraise de sa fille, sentant le poids de cette responsabilité impossible. C'est une très sage chose que de craindre cela. Et je ne peux pas te promettre qu'il ne te décevra pas. Mais je peux te promettre que s'il le fait, je serai là. Et tu auras toujours moi, et l'oncle Harry, et toutes les personnes qui t'ont aimé depuis le jour de ta naissance. Il ne peut pas enlever ça. Naomi hocha la tête contre la poitrine de Ma. D'accord, je veux le rencontrer, mais juste un peu, comme un essai. Maya sourit à travers ses larmes. Comme un essai. Je peux arranger ça. 2 semaines plus tard, Marcus était assis dans une salle de conférence chez Hartwell & Associates. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Maya était assise en face de lui, Harold à ses côtés, et une psychologue pour enfants nommée Dr Sarah Chen était assise à la tête de la table. M. Richardson, dit doucement le Dr Chen, j'ai travaillé avec Naomi pour la préparer à cette rencontre. Elle est nerveuse mais curieuse. Je vais établir quelques règles de base, et si vous ne pouvez pas les suivre, cette rencontre prend fin immédiatement. Je suivrai toutes les règles que vous me donnerez, dit Marcus. Premièrement, il s'agit d'une visite supervisée de 30 minutes. Maya sera dans la pièce tout le temps. Vous ne touchez pas Naomi à moins qu'elle ne l'initie. Pas de câlin, pas de prise de main, rien. Vous la laissez venir à vous si elle le choisit. Compris? Deuxièmement, vous ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ne lui dites pas que vous serez là pour son anniversaire à moins d'avoir d'abord obtenu l'accord de Maya. Ne promettez pas de l'emmener à Disney World. Ne promettez rien. Soyez simplement honnête. D'accord. Troisièmement, si elle vous pose une question difficile, vous y répondez honnêtement, mais de manière adaptée à son âge. Ne mentez pas pour vous donner une meilleure image. Elle a 6 ans, mais elle est perspicace. Elle saura si vous êtes faux. Marcus hocha la tête, la gorge serrée. Et enfin, continua le docteur. Chen, cela la concerne, elle, pas vous. Vous n'utilisez pas ce temps pour vous excuser auprès de Mia. Vous ne parlez pas du passé sauf pour répondre aux questions de Naomi. Vous vous concentrez entièrement sur le fait de connaître votre fille. Pouvez-vous faire ça? Oui. Le docteur Chen regarda Maya. Êtes-vous prête? Maya voulait dire non. Voulait attraper Naomi et courir. Voulait la protéger de toute possibilité de déception. Mais elle avait fait son choix. Fais-la entrer. La porte s'ouvrit et Naomi entra, tenant un éléphant en peluche. Son objet réconfortant depuis l'âge de 2 ans. Elle paraissait si petite, si vulnérable. Et Maya dut lutter contre l'envie de la prendre dans ses bras et d'arrêter ça avant que cela ne commence. Naomi regarda Marcus, le regarda vraiment. Et Marcus regarda en retour sa fille avec une expression de douleur et de désir si crue que même Maya le ressentit. « Salut », dit doucement Naomi. « Salut », chuchota Marcus. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Naomi s'assit à côté de Maya, serrant toujours son éléphant. « Tu as l'air différent de ce que je pensais. » « Différent comment? Plus triste. » Marcus laissa échapper un souffle qui était presque un rire. « Oui, je suis assez triste. Je suis triste depuis longtemps. À cause de ce que tu as fait? Oui. » Naomi balança ses jambes, réfléchissant. « Quelle est ta couleur préférée? » La question était si inattendue, si parfaitement, Naomi, que Marcus sourit réellement. « Le bleu, comme l'océan. Et la tienne? » Le violet et aussi le jaune. Je n'arrive pas à décider. Elle fit une pause. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Non. Est-ce que tu en veux un? Naomi jeta un coup d'œil à Maya. Maman dit, peut-être quand je serai plus grande et que je pourrai aider à m'en occuper. C'est intelligent. Les animaux de compagnie sont une grande responsabilité. Ils restèrent assis dans un silence gênant un moment. Puis Naomi posa la question qui fit retenir son souffle à tout le monde dans la pièce. « Pourquoi as-tu quitté ma maman ?» Marcus regarda le docteur Chen, qui hocha la tête. « La vérité? Parce que j'étais effrayé et stupide, dit Marcus avec soin.
Ton grand-père James était très malade et ta maman était triste et tu étais sur le point de naître et j'avais l'impression que tout était trop difficile. Au lieu d'être courageux et de rester, je me suis enfui et je me suis convaincu que je courais vers quelque chose de mieux. Mais j'avais tort. Il n'y avait rien de mieux. J'ai juste tout empiré. Est-ce que tu aimais ma maman? Je l'aimais beaucoup. Mais je ne l'aimais pas de la bonne manière. Je ne l'aimais pas assez pour rester quand les choses sont devenues difficiles. Et c'est le pire genre d'échec. Naomi digéra cela. Est-ce que tu m'aimes? Le cœur de Mia s'arrêta. Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. Je ne te connais pas assez bien pour dire ça d'une manière qui ait un sens. Mais je veux te connaître. Je veux mériter le droit de t'aimer si tu me le permets. C'est honnête, dit Naomi, hochant la tête comme un petit adulte. J'aime l'honnêteté. Ils parlèrent pendant les 20 minutes restantes de l'école, des livres préférés de Naomi, de ce que Marcus faisait comme travail. Maintenant, il gérait une petite quincaillerie. Rien de glamour, à peine de quoi joindre les deux bouts. C'était gênant, hésitant et plein de silence, mais c'était aussi réel. Quand le docteur Chen dit que le temps était écoulé, Naomi se leva pour partir, puis s'arrêta. Je peux te poser une dernière question? N'importe quoi. Si on refait ça, est-ce que tu viendras vraiment ou est-ce que tu partiras comme avant? Marcus regarda Maya, puis Naomi. Je viendrai. Je te le promets. Et si je ne peux pas pour une raison quelconque, je te dirai pourquoi à l'avance. Je ne disparaîtrai pas simplement. D'accord. Naomi marcha vers la porte, puis se retourna. Tu n'es pas aussi effrayant que je le pensais. Après son départ, Marcus resta assis là, tremblant. Merci, dit-il à Mia. Je sais que je ne le mérite pas. Merci. Mia se leva, rassemblant ses affaires. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour elle. Et Marcus, tu as fait une promesse à une enfant de 6 ans. Si tu la brises, si tu la déçois, si tu prouves que tu n'as pas vraiment changé, je m'assurerai que tu n'aies plus jamais une autre chance. C'est clair? Parfaitement clair. Maya le laissa assis là, probablement en train de pleurer, réalisant probablement ce qu'il avait perdu et ce qu'il essayait de retrouver. Au cours des 6 mois suivants, Marcus se présenta une fois par mois, des visites supervisées, 30 minutes chacune, toujours à l'heure, toujours préparé, toujours entièrement concentré sur Naomi. Il ne demanda pas plus de temps, ne poussa pas pour des visites non supervisées, ne se plaignit pas des restrictions. Il se contenta de se présenter et lentement, de manière improbable, Naomi commença à se réchauffer à son égard, à demander quand serait la prochaine visite. À l'appeler Marcus au lieu de « cet homme » ou « mon père ». Maya regarda cela se produire avec un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement que Naomi apprenne à connaître son père. Terreur qu'il finisse par redevenir celui qu'il était et brise le cœur de sa fille. Mais le jour du 7e anniversaire de Naomi, quelque chose arriva qui changea tout. Un colis arriva à la maison de ville de Mia, pas de Marcus. L'adresse de retour était celle d'un refuge pour femmes à Cleveland, Ohio. À l'intérieur se trouvait une lettre, et elle était de Vanessa Chen. Les mains de Maya tremblaient en l'ouvrant, s'attendant à du poison, à une dernière attaque, s'attendant à tout sauf à ce qu'elle trouva. Chère Maya, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies. Mais je l'écris quand même parce que mon thérapeute dit que faire amende honorable fait partie de la guérison, même quand ces amendes ne sont pas acceptées. J'ai détruit ta vie. J'ai aidé Marcus à détruire ta vie. J'ai chuchoté. Enfin, quand ton père est mort, j'ai témoigné contre toi en justice. J'ai essayé de te ruiner avec de fausses preuves. Et pendant 5 ans, j'ai vécu avec les conséquences de ces choix. J'ai perdu ma carrière, ma réputation, ma stabilité financière. J'ai déclaré faillite. J'ai déménagé à travers le pays pour échapper au scandale. Et pendant longtemps, je t'ai blâmé. Je me suis dit que tu étais la méchante, que tu avais gagné injustement d'une manière ou d'une autre, que si tu avais simplement partagé ton argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais je me mentais à moi-même. Tu ne m'as rien fait. Je l'ai fait à moi-même. J'écris ceci depuis un refuge pour femmes où je vis depuis 3 mois. J'ai perdu mon appartement, perdu mon travail à nouveau, touché le fond d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Et tu veux savoir la partie la plus ironique? Le refuge où je séjourne est financé par ta fondation.
La Fondation Richardson Hartwell, l'héritage de ton père. La thérapie que je reçois, la formation professionnelle, la seconde chance que j'obtiens. Tout ça, c'est grâce à toi. La femme que j'ai essayé de détruire est la raison pour laquelle j'ai de l'espoir en ce moment. Je ne mérite pas ton pardon. Je n'en veux même pas parce que je ne pense pas pouvoir supporter le poids de ta miséricorde. Mais je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que ton père essayait de t'apprendre. Ce que tu as montré au monde à travers ta fondation. Que le vrai pouvoir n'est pas d'écraser ses ennemis. C'est être assez fort pour les aider même après qu'ils aient essayé de te faire du mal. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de m'améliorer. Pas pour toi, pour moi. Et pour toutes les personnes que j'ai blessées en étant qui j'étais. Merci de m'avoir donné une seconde chance même si tu n'avais aucune raison de le faire. Je ne te contacterai plus jamais. C'est un adieu. Mais je voulais que tu saches que la méchante de ton histoire essaie d'écrire une meilleure fin pour elle-même. Et c'est parce que tu lui as montré que c'était possible. Vanessa. Maya lut la lettre 3 fois avant de la montrer à Harold. Que veux-tu faire de ça, demanda-t-il. Mia y réfléchit longuement. Puis elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle répondit. La réponse de Maya à Vanessa fut simple. Juste 3 phrases sur le papier à en-tête de la Fondation Richardson Hartwell. Je suis contente que tu reçoives de l'aide. Je suis contente que tu guérisses. C'est à cela que sert la Fondation. Des secondes chances pour les personnes assez courageuses pour les saisir. Elle ne s'attendait pas à recevoir à nouveau des nouvelles de Vanessa. Et elle n'en reçut pas. Mais savoir que même son ennemi avait trouvé refuge dans quelque chose que son père avait rendu possible. Quelque chose que Maya avait construit à partir du chagrin, de la douleur et de la détermination, lui apporta une paix dont elle ignorait avoir besoin. Le 7e anniversaire de Naomi tombait un samedi à la fin du printemps, et Maya avait prévu une fête modeste dans leur maison de ville. 15 enfants de l'école, des pizzas, un château gonflable dans le jardin et un gâteau en forme de licorne parce que Naomi était actuellement obsédée par tout ce qui était magique. Rien d'extravagant, rien qui crie milliardaire. Juste une fête d'anniversaire normale pour une enfant de 7 ans. Marcus avait demandé par l'intermédiaire d'Harold s'il pouvait assister, pas en tant qu'invité, juste pour déposer un cadeau et dire bon anniversaire. Maya avait consulté Naomi, et sa fille l'avait surprise en disant oui. Alors, à 14 heures, au milieu du chaos de la fête, les enfants criant dans le château gonflable, les parents bavardant autour du café, le visage de Naomi peint comme un papillon. Marcus arriva à la porte portant une petite boîte emballée et l'air terrifié. Maya ouvrit la porte et ils restèrent là un moment. Ces 2 personnes qui s'étaient un jour promis de s'aimer pour toujours et avaient brisé cette promesse de la manière la plus dévastatrice qui soit. Merci de me laisser venir, dit doucement Marcus. 15 minutes, répondit Maya. Tu lui donnes le cadeau, tu chantes joyeux anniversaire si elle le veut, et puis tu pars. C'est clair, très clair. Elle le laissa entrer. Et Naomi le repéra immédiatement. Son visage s'illumina d'une manière qui fit mal à la poitrine de Mia. Sa fille était heureuse de voir son père. Après tout, malgré tout, cette petite fille était contente qu'il soit venu. Marcus. Naomi courut vers lui, encore assez prudente pour ne pas le serrer dans ses bras, mais assez proche pour que Maya puisse voir le lien se former. Tu es venu. Je l'avais promis. Joyeux anniversaire, Naomi. Il lui tendit la petite boîte. J'espère que ça te plaira. Naomi déchira le papier cadeau avec l'enthousiasme d'une enfant de 7 ans et sortit une boîte à musique, un bois simple sculpté à la main avec une ballerine qui tournait quand on l'ouvrait. Mais ce qui coupa le souffle de Mia, ce fut la chanson qu'elle jouait. La même berceuse que son père lui chantait. La même que celle qui jouait de la boîte à musique qu'il lui avait laissée. Comment as-tu? Commença Mia. J'ai demandé à Harold quelle chanson ton père te chantait, dit doucement Marcus. J'ai pensé que peut-être Naomi voudrait avoir ce lien avec son grand-père. Je l'ai fait faire sur mesure. Naomi remonta la clé et regarda la ballerine tourner, enchantée. C'est tellement joli. Maman, regarde. Maya regarda et elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Marcus faisant un effort non pas pour acheter l'amour de Naomi avec des cadeaux coûteux, mais pour lui donner quelque chose de significatif, quelque chose qui la connectait à l'héritage familial qu'il avait presque détruit. Merci, dit doucement Maya. C'était attentionné. Les enfants attirèrent Naomi vers le château gonflable, et Marcus resta mal à l'aise dans l'entrée,
n'appartenant pas tout à fait, mais n'étant plus tout à fait un étranger non plus. Tu as fait ça chaque mois pendant 6 mois, dit Maya. Tu t'es présenté, tu as été honnête, tu as respecté les règles. Le docteur Chen dit que Naomi réagit bien aux visites, alors je vais te proposer quelque chose, et tu peux dire oui ou non. Mais si tu dis oui, tu dois comprendre à quoi tu t'engages. Tout le corps de Marcus devint immobile. Je t'écoute. Les visites supervisées fonctionnent, mais elles sont artificielles. Naomi a besoin de voir qui tu es vraiment, pas qui tu es dans une salle de conférence pendant 30 minutes une fois par mois. Alors, je suis prête à prolonger les visites à 2 heures une fois par mois dans un lieu public de mon choix. Un parc, un musée, un endroit où Naomi peut être elle-même, toujours supervisée, mais avec plus d'espace pour réellement construire une relation. Oui, dit Marcus immédiatement. Oui, absolument. Je n'ai pas fini. Si tu dis oui à ça, tu t'engages à te présenter non seulement quand c'est pratique, mais quand c'est difficile. Si Naomi passe une mauvaise journée et ne veut pas parler, tu dois l'accepter. Si elle te pose des questions difficiles, tu y réponds. Si elle a besoin que tu sois simplement présent sans jouer un rôle, tu fais ça. Il ne s'agit pas de toi qui prouve que tu es un bon papa. Il s'agit que tu en sois réellement un, même dans les parties désordonnées. Tu peux faire ça? Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. Je peux essayer. C'est tout ce que je peux promettre, que j'essaierai à chaque fois. Alors nous essaierons à partir du mois prochain. Au cours de l'année suivante, quelque chose d'impossible se produisit. Marcus ne se contenta pas de se présenter. Il se présenta pleinement. Quand Naomi ne voulait pas parler et voulait simplement se balancer en silence au parc, il la poussait sans avoir besoin qu'elle le distrait. Quand elle demanda pourquoi il avait quitté sa maman, il lui dit la vérité sans l'édulcorer, mais sans la traumatiser. Quand elle passa une mauvaise journée à l'école et ne voulut voir personne, il envoya un SMS à Maya pour demander si elle allait bien et s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour aider, même à distance. Il n'était pas parfait. Il faisait des erreurs. Il essayait parfois trop fort ou posait des questions trop personnelles trop vite. Mais quand Maya ou le docteur Chen le corrigeaient, il écoutait. Il s'ajustait. Il apprenait. Et Maya regardait, méfiante au début, attendant que l'autre chaussure tombe, attendant qu'il prouve que les gens ne changent pas vraiment. Mais la chaussure ne tomba jamais. Pour le 8e anniversaire de Naomi, Marcus demanda s'il pouvait l'emmener au zoo, juste tous les deux, sans supervision pendant 3 heures. Le premier réflexe de Maya fut de dire absolument pas. Mais le docteur Chen pensait que c'était le moment et Naomi voulait y aller. Alors Mia dit oui avec des conditions. Marcus devait donner des nouvelles toutes les heures. Il resterait dans des lieux publics et il la ramènerait à 16 heures pile. Ces 3 heures furent les plus longues de la vie de Mia. Elle arpenta sa maison de ville, vérifia son téléphone obsessionnellement, imagina chaque désastre possible. Harold vint lui tenir compagnie, surtout pour l'empêcher de se rendre au zoo et de planer. Tu devras lui faire confiance un jour, dit doucement Harold. Je ne lui fais pas confiance. Je fais confiance au jugement du docteur Chen. Je fais confiance aux instincts de Naomi. Mais à lui? Non. Pas encore. Puis quand Mia n'eut pas de réponse. À 15h58, la voiture de Marcus se gara dehors. Mia regarda par la fenêtre alors qu'il ouvrait la portière arrière et que Naomi en sortait, serrant un pingouin en peluche et bavardant excitée. Il l'accompagna jusqu'à la porte, paraissant détendu d'une manière que Mia ne lui avait jamais vue, comme si être père devenait enfin naturel au lieu d'être terrifiant. Maya ouvrit la porte et Naomi se précipita à l'intérieur. « Maman, maman, on a vu des pingouins et Marcus m'a laissé nourrir les girafes et on a pris une glace même s'il sait que je ne suis pas censée avoir de sucre avant le dîner. Mais il a dit que c'était une occasion spéciale parce que j'ai eu un A à ma dictée. » Maya regarda Marcus, un sourcil levé. « Je sais, dit-il timidement. La glace était une erreur. Elle va être survoltée ce soir. Je suis désolée. » Mais il souriait. Et Naomi était heureuse. Et pour la première fois en 8 ans, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir envers Marcus. De la gratitude. « Merci de l'avoir ramené à l'heure, » dit Maya. « Je l'avais promis. J'essaie de tenir mes promesses maintenant. » Après que Naomi eut été baignée et installée avec un livre, Mia se surprit à faire quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais faire. Elle appela Marcus. « Tout va bien? Naomi va bien? »
Sa voix fut immédiatement paniquée. Elle va bien. Je voulais juste dire quelque chose et je ne voulais pas le dire devant elle. D'accord. Maya prit une inspiration. Tu te présentes depuis plus d'1 an maintenant. Tu n'as manqué aucune visite. Tu ne t'es pas cherché d'excuses. Tu as respecté toutes les limites. Tu as mis Naomi en premier même quand je sais que ça a été difficile. Et j'ai besoin de le reconnaître. Tu n'es pas l'homme que tu étais il y a 8 ans. Il y eut un silence au bout du fil. Puis merci. Cela signifie plus que tu ne le penses. Je ne dis pas que je te pardonne. Je ne dis pas que nous sommes amis. Et je ne dis certainement pas que je te fais complètement confiance. Mais je dis que je vois l'effort. Et pour Naomi, j'en suis reconnaissante. Maya, je peux te poser une question? Cela dépend de la question. Est-ce que tu penses qu'il y aura un jour où je serai autorisée à être simplement son père? Pas supervisé, pas conditionnel, juste son père. Maya y réfléchit soigneusement. Je pense que si tu continues à te présenter, si tu continues à faire le travail, si tu prouves sur des années, pas des mois, Marcus, des années, que c'est qui tu es maintenant, alors peut-être. Mais c'est autant la décision de Naomi que la mienne. Quand elle sera assez grande, elle pourra choisir le type de relation qu'elle veut avoir avec toi. C'est juste. Plus que juste. Et Marcus, la raison pour laquelle je considère même cela, la raison pour laquelle je t'ai laissé revenir dans sa vie du tout, ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce que mon père m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que la miséricorde ne concerne pas la personne qui t'a fait du tort. Il s'agit de qui tu veux être. Et je veux être quelqu'un qui donne aux gens une chance de s'améliorer, même quand ils ne le méritent pas. 3 ans plus tard, pour le 11e anniversaire de Naomi, Maya fit quelque chose qui choqua tous ceux qui connaissaient son histoire. Elle invita Marcus au dîner d'anniversaire de Naomi, non pas en tant que visiteur, non pas en tant qu'invité supervisé, mais en tant que son père. Il s'assit à la table dans la salle à manger de Maya à côté de Naomi, qui avait demandé s'il pouvait venir. Et ils mangèrent des pâtes et rirent des blagues terribles de Naomi. C'est devenir si puissante, si déterminée, si entière que l'opinion de tes ennemis devient sans importance. Leurs regrets deviennent leur propre prison et leurs tentatives de te faire du mal deviennent la chose même qui te propulse vers ton destin. Marcus et Vanessa avaient essayé de tout lui prendre. Au lieu de cela, ils lui avaient donné la liberté de devenir celle qu'elle était toujours destinée à être. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Alors, laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Avez-vous déjà donné à quelqu'un une seconde chance qu'il ne méritait pas et l'avez-vous vu réellement changer? Ou avez-vous déjà été la personne qui avait besoin de cette seconde chance, qui avait besoin que quelqu'un croie que vous pouviez être meilleur? Partagez votre histoire dans les commentaires tout de suite, parce que l'histoire de Maya prouve que parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de laisser les gens prouver qu'ils ont changé. Pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que vous êtes assez fort pour tenir des limites tout en faisant preuve de grâce. Et voici la plus grande question. Si vous étiez Maya, auriez-vous pu le faire? Auriez-vous pu laisser Marcus revenir dans la vie de votre fille après tout ce qu'il a fait? Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous fait preuve de miséricorde ou auriez-vous gardé cette porte fermée pour toujours? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste entendre votre vérité. Maintenant, d'où regardez-vous cela? Et plus important encore, avez-vous regardé les 3 parties? Indiquez votre lieu et quelle partie vous a le plus touché dans les commentaires. Êtes-vous à Lagos, en train de pleurer à 3 heures du matin, à Londres, en train de regarder cela pendant votre pause déjeuner, à New York, vous souvenant de votre propre histoire de trahison et de rédemption? Dites-le moi. Créons une communauté de personnes qui croient que les personnes blessées ne doivent pas rester blessées. Si vous avez regardé les 3 parties de l'histoire de Maya, et que vous êtes assis là avec des larmes coulant sur votre visage, comprenant que le pardon ne signifie pas l'oubli, que les limites peuvent coexister avec la grâce, que la vraie richesse se mesure en vie changée et non en dollars gagnés, alors vous devez faire 3 choses maintenant. Premièrement, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez toutes les notifications, car je poste des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des histoires sur le karma, la justice, la rédemption, et des personnes qui pensaient avoir tout perdu découvrant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin en elles depuis le début. Deuxièmement, écrasez ce bouton « J'aime » si vous croyez que les gens peuvent changer quand ils font le vrai travail. Pas seulement en parler, pas seulement s'excuser,
mais se présenter jour après jour, année après année, et le prouver par des actions. Et troisièmement, ceci est important. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse un divorce. Si cette histoire peut atteindre une personne qui traverse une coparentalité éprouvante, quelqu'un qui a été trahi et doute encore de sa capacité à guérir, ou même quelqu'un qui a commis de graves erreurs et tente sincèrement de devenir meilleur, alors partagez-la et rappelez-leur qu'il ne marche pas seul sur ce chemin. Car c'est la leçon que le père de Maya lui a transmise, celle qu'elle a à son tour inculquée à Naomi. Et celle que j'espère profondément que vous emporterez avec vous après. Cette histoire. Vous n'êtes jamais abandonné. Vous n'êtes jamais résumé à ce que les autres vous ont fait subir. Vous n'êtes jamais sans force, même si vous ne l'avez pas encore compris. Merci d'avoir suivi ces 3 parties, merci d'avoir parcouru ce chemin aux côtés de Maya, depuis l'instant où elle était au plus bas jusqu'à celui où elle a repris le contrôle de sa vie. Et n'oubliez jamais ceci, ceux qui vous rabaissent, qui vous quittent, qui sont convaincus que vous ne survivrez pas sans eux ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont souvent la porte de sortie. Leur départ libère l'espace nécessaire pour que vous deveniez enfin la personne que vous étiez censé être depuis le début. Alors transformez votre douleur en fondation, bâtissez quelque chose de fort, de juste et de beau à partir de ce que vous avez perdu. Exactement comme Maya l'a fait, exactement comme son père avait toujours su qu'elle en serait capable.